Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. On va maintenant parler de la crise à Québec solidaire et d'une nouvelle polarisation avec deux personnes que je veux recevoir à là-haut sur la colline depuis plusieurs années, je dirais, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. Et là, je me suis dit, c'est le moment. Ils viennent d'horizons différents, mais ils ont une chose en commun, c'est que ils ont eu un pied dans la politique active et un autre dans la réflexion, pas mal toujours, depuis plusieurs années. C'est Jonathan Durand-Folco. Bonjour. Bonjour. Professeur à l'École d'innovation sociale, auteur de À nous la ville, du capital algorithmique, mais aussi qui a déjà été rien de moins que responsable des orientations politiques à Québec solidaire. Et l'autre, c'est Jérôme Lucier. Bonjour. Bonjour. Qui a été à plusieurs endroits. Moi, je l'ai croisé ici à l'Assemblée nationale quand il a travaillé pour la Coalition Avenir Québec. Il a travaillé aussi plus récemment comme directeur des politiques au cabinet du Parti libéral du Québec. Et il est actuellement directeur des affaires parlementaires au Sénat et cofondateur et collaborateur de Vaste Programme, dans lequel il a écrit un texte, un nouveau fossé politique, et on va en parler. Mais on va commencer par Québec solidaire, et vu qu'on a Jonathan Durand-Folco avec nous, vous aviez écrit, Jonathan, il y a quelques mois, là, en novembre, que vous aviez confiance qu'avec l'élection d'Émilise Lessard-Terrien, au lieu d'avoir un mélange incompatible entre chien et chat, l'eau et l'huile, il semble qu'une tension dynamique ou une synergie créatrice soit maintenant possible. Évidemment, cette prédiction s'est vraiment fracassée sur une réalité, c'est que Émilise Lessard-Terrien est partie et là, Gabriel Nadeau-Dubois veut refonder Québec solidaire. D'abord, cette prédiction-là, vous devez regretter de ne pas avoir qu'elle ne se soit pas réalisée. Oui, en fait, je dirais dans un premier temps, c'était pas tant une prédiction sur ce qui allait arriver d'un point de vue explicatif, descriptif, mais vraiment peut-être un souhait sur peut-être une certaine possibilité de faire cohabiter deux visions complémentaires qui ont toujours été présentes un peu au sein de cette organisation, qui se prétendait être, du moins à l'origine, le parti des urnes et de la rue, avoir la volonté de transformer le système, d'avoir des propositions fortes qui sortent du cadre établi, mais qui acceptent en quelque sorte aussi de jouer un peu dans les règles du jeu parlementaire médiatique, de faire passer des idées. Et il y a toujours eu différentes tendances à l'interne. Et cette cohabitation-là... C'est comme un choc entre le réalisme et l'idéalisme, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est ça, je crois un peu. Puis je pense que pour un point de vue, je dirais, d'un parti de gauche qui aspire à transformer la société, à réaliser l'indépendance du Québec, assurer la transition socio-écologique, il y a plusieurs points qui doivent amener des ruptures face au système actuel. Mais pour faire ça, il faut élire des gens, il faut former le gouvernement, il faut être capable de faire aussi parfois des compromis. Et cette dualité-là, elle a toujours été présente. On a vu que ça crée des chocs flamèches entre Catherine Dorion, Gabriel Nadeau-Dubois notamment. Et là, avec Émilise, qui avait un peu cette aspiration d'amener la voix des régions, l'enracinement, la décentralisation, avoir une voix en termes d'authenticité, je pensais que ça allait aussi créer peut-être cette forme de rééquilibrage-là, de complémentarité. Mais on voit que, encore une fois, on pourrait dire qu'il y a un choc et que cette complémentarité s'est transformée en forme d'opposition interne et on voit les résultats dans les jours qu'on vient de vivre. Vous qui connaissez bien ce parti-là, là, je ne peux pas résister à la tentation de vous poser la question. Est-ce que vous croyez que Gabriel Nadeau-Dubois était aussi institutionnaliste? Je dirais qu'il est radical dans son institutionnalisme. Hier, il nous a dit qu'il faut il faut se recentrer, il faut être plus agile, J'ai été moi-même surpris par son point de presse d'hier. Mhm. Oui, mais en écoutant son point de presse, je crois qu'il était assez habile parce qu'il a essayé de recadrer le débat, de ne pas mettre ça juste sur des affaires internes, des conflits de personnalité, de réaffirmer sa vision. Moi, je pense qu'il passait sous couvert beaucoup de problèmes internes, beaucoup de choses qui lui ont été adressées, reprochées. Il n'a pas voulu répondre à aucun argument, aucune chose que Émilise avait amenée pour essayer de dire, voici que je suis pas parfait, j'essaie de m'améliorer, voici ma vision du politique, qui était toujours présente depuis qu'il est arrivé. Je pense que c'est vrai. Mais là, on dirait qu'avec le point de presse d'hier,
il a en quelque sorte approfondi, réaffirmé ou allé encore plus loin que ce qu'il avait dit dans le passé. Et là, c'était assez surprenant parce que les points, il les avait pas amenés de façon aussi claire, aussi tranchée. Et je dirais, c'est peut-être, pour dire en sous-texte, les gens qui sont pas d'accord avec moi sont pas pour le parti de gouvernement, c'est des idéalistes, c'est des rêveurs, c'est des antisystèmes, des gens dans la poésie. Ils jouent pas dans la même game que moi, dans le même jeu politique. Donc, si les gens sont pas d'accord avec ces visions-là, qu'ils aillent voir ailleurs. Donc, c'est une façon, je pense, de marquer une coupure, alors que moi, personnellement, je me serais attendu à ce qu'ils fassent un petit pas de recul, qu'ils essaient de ressouder, créer une nouvelle unité interne. Là, il a plutôt dit, il y a un conflit à l'interne. Moi, je vais essayer d'affirmer cette dualité-là encore plus. On dirait qu'il voulait éviter toutes les questions sur sa gouverne à lui et sur ce qu'on a appelé sa clique. Parce qu'il y a des gens avec qui il s'entend très bien, avec qui il fait de la politique depuis 2012 et qui sont là au parti et qui contrôlent à peu près tout. Oui, il y avait un élément tactique, stratégique là-dedans. Aussi, c'est sûr. Puis lui, de son côté, je pense, après ça, dans le point de presse, on lui a posé des questions à propos de ça. Ce qu'il a dit, qu'il était encore habile, je pense, c'est que des choses sont reprochées à certaines personnes de son entourage qui sont pas élues, ils font partie des employés de la permanence, son chef de cabinet ou autre chose. Il dit, s'il y a des reproches à faire sur ces gens-là, c'est les gens qui sont élus qui sont imputables, donc venez me voir, venez me parler à moi. Donc, il s'est solidarisé de sa clique, entre guillemets, de sa gang, parce que compte tenu aussi que c'est pas des simples employés, c'est, je pense, des gens très proches de lui qui le suivent depuis très longtemps, il y a un choix à faire, soit qu'il se solidarise de sa propre gang, ou soit qu'il décide de faire le ménage et un pas de recul, mais ça va impliquer que ça va amener peut-être des divisions dans les gens qui sont très proches de lui. Donc, je pense qu'il a choisi son camp, ils se sont dit, moi, je vais protéger ma gang, entre guillemets, les gens qui travaillent autour de moi, j'ai le caucus derrière moi, je réaffirme qui je suis, et il a poussé toutes les critiques de côté pour essayer de recadrer le débat. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vais entendre Jérôme là-dessus, puis après ça, on va parler de votre texte, Jérôme, puis de la nouvelle polarisation que vous essayez d'identifier. Là. Mais d'abord, sur Québec solidaire. Oui, évidemment, moi, j'ai pas la même connaissance que Jonathan de Québec solidaire, mais c'est un parti que j'ai toujours, auquel je me suis toujours intéressé, de très près, beaucoup plus près même qu'on pourrait le penser. Quand j'étais au Parti libéral, on me voyait un peu comme un espion de Québec solidaire et j'ai essayé. Oui, on m'a déjà dit ça, que vous étiez le QS de Rouge. C'était un peu, je pense que c'était une boutade qui se voulait peut-être sympathique, pas toujours, selon qui la formulait. Non. Mais je veux dire, j'ai toujours vu dans ce parti-là des bonnes choses, un vent nouveau en politique et des idées qui méritaient d'être mises de l'avant et peut-être sur lesquelles... Mais trouvez-vous que ce que dit Gabriel Nadeau-Dubois hier, c'est une sorte de fuite en avant? C'est-à-dire que, encore là, moi, là où je suis d'accord avec lui, personnellement, puis ça, c'est peut-être ma perspective comme quelqu'un qui est plus loin du parti, c'est que moi, personnellement, parce que je connais pas le parti ni son personnel, j'avais pas très envie de personnaliser. C'est très possible qu'il y ait des conflits de personnalité, mais j'étais d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois hier dans son point de presse quand il dit qu'il voulait qu'on ait une discussion politique. Effectivement, moi, c'est la discussion politique qui m'intéresse. C'est vrai, je pense. Il a raison de dire que peut-être que Québec solidaire est face à je sais pas si c'est à croiser des chemins, et que, en tout cas, lui, très clairement, il a fait son lit. Il a choisi l'option d'un parti beaucoup plus institutionnaliste, un vrai parti de gouvernement, et je suis d'accord avec Jonathan qui semble dire, ceux qui ne sont pas contents, grosso modo, allez voir ailleurs. Un commentaire sur la clique. Moi aussi, ça m'a fait un peu sourire. Il a essayé de faire passer ça comme étant un problème qui pouvait uniquement concerner les élus. Donc, tu sais, les critiques doivent être formulées à son endroit et il n'y a personne d'autre. Bon, mon expérience de la politique, c'est que pour le meilleur et pour le pire aujourd'hui, puis vous le savez, M. Robitaille, le personnel politique emmène très large, emmène des fois plus large que les élus. Est-ce que ça devrait être comme ça? Est-ce que c'est normal? Ça, c'est une autre question. Mais le fait est que la clique autour d'un chef peut avoir énormément de pouvoir au sein d'un cabinet et d'un caucus. Beaucoup de députés se sentent même, je dirais, soumis. Opprimé, oui, c'est ça. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est vrai dans le sens que pour avoir déjà fait partie de deux cabinets, là, c'est vrai que le cabinet politique et le staff, pour l'appeler comme ça, a beaucoup de pouvoir. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu facile d'écarter ces reproches comme si ça ne pouvait pas être recevable. Parlons du nouveau fossé politique que vous mettez en avant, Jérôme.
Vous dites qu'il y a une nouvelle ligne de faille qui a fait éruption dans l'espace public, les révolutionnaires anti-système contre les institutionnalistes du statu quo. Et vous dites que il y a quelque chose de commun dans une partie de Québec solidaire et du Parti conservateur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, et là vous avez une formule très jolie, des chevaliers de la table rase. Croyez-vous qu'avec la sortie de Gabriel Nadeau-Dubois d'hier, les chevaliers de la table rase, et bien, évidemment on pense à Catherine Dorion, mais un petit peu à Amélie Desartériens, sont désormais exclus de Québec solidaire? Ça, c'est difficile à Vous dire. pouvez peut-être revenir sur l'explication là, de cette nouvelle faille-là. Là. Ben, évidemment, c'est une idée que je lance. Je ne prétends pas l'avoir étudiée. C'est comme une hypothèse. Hein? C'est une hypothèse, mais j'ai toujours été intéressé par ces espèces d'axes politiques. Puis le Québec en a plus qu'ailleurs, notamment à cause de la question nationale et d'autres. Donc, moi, mon regard, c'était de dire, longtemps, la politique québécoise a été définie par un axe souverainiste fédéraliste. Il y a un axe gauche-droite un petit peu plus conventionnel qui est apparu. Moi, je le mets un petit peu avec les manifestes des Lucides et puis la réplique de Québec solidaire. Puis ensuite, l'axe identitaire a fait éruption avec la Charte des valeurs, ce qui est devenu. Puis là, moi, je plaçais cette espèce de nouvel axe un peu au sortir de la pandémie, je pense, où on a vraiment vu là, un mouvement de contestation très profond, qui n'est pas majoritaire, mais qui est quand même un courant qui n'est pas négligeable. Je ne sais pas combien... Vous parlez de proche de 30%. Ça, ça serait la limite vraiment supérieure si on additionnait toutes les voix de Québec solidaire et du Parti conservateur. Je pense que c'est trop. Mais même si on divise ça en deux, puis qu'on dit qu'il y a un 15% de la population qui se sent très aliénée par le système, donc nos institutions démocratiques, certaines organisations économiques et autres, c'est quand même 15% de la population qui se considèrent laissés pour compte, ceux que Trump, et je dis ça en n'étant pas partisan, mais a peut-être habilement, lui ou un de ses rédacteurs de discours plutôt, mais appelé les forgotten people, donc les personnes oubliées, et les gens qui se sentent complètement exclus du système. Et ça, moi, je pense que c'est une réalité dont les partis doivent prendre acte, qu'ils doivent intégrer dans leur réflexion de façon beaucoup plus sérieuse et profonde qu'ils l'ont fait. Et je peux vous dire même de la part des partis de... Oui. Vous dites Donald Trump, il semble que ce soit précisément sa propension à envoyer chier le système qui excite ses partisans. On pourrait dire la même chose dans une moindre mesure de Pierre Poilievre, Maxime Bernier et Éric Duhaime. C'est-à-dire que, encore là, je ne suis pas membre de ces partis ni présent dans la base électorale, là, pour être clair, mais c'est évident que ce sont des figures politiques qui ne perdent pas d'appui. Au contraire, quand ce sont des hommes en l'occurrence, envoie chier le système. Donc, Trump, plus il est, disons, irrévérencieux, plus il brise et viole les codes habituels, plus ses appuis, je ne sais pas s'ils peuvent monter plus, mais en tout cas se stabilisent et il ne perd aucun appui. Et moi, j'ai entendu des commentateurs américains plus ferrés que moi dire que, en fait, c'est précisément ce courant-là sur lequel il surfe. Et je pense que ce courant-là existe au Québec. Et c'est peut-être pas étrange que ce soit le cas. Il y a du commun avec la France insoumise en France. Puis, vous parlez des élans j'aime bien élan, parce que c'est pas une pensée, anti-système de Catherine Dorion. Je veux dire, Catherine Dorion était un personnage politique que je connais pas personnellement du tout, mais dont j'ai aussi apprécié la volonté ou les élans, appelons ça comme ça, mais de casser le moule un petit peu. À commencer par l'habillement, qui est pas quelque chose de très important. Ça m'a jamais vraiment préoccupé d'un bord ou de l'autre. Mais elle a quitté la politique en criant contre l'Assemblée nationale en disant qu'il fallait tout refaire. Mais je veux dire, pour avoir été à l'Assemblée nationale, pas comme élu, mais tu sais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très poussiéreux là. C'est vrai que la plupart des citoyens regardent ça de loin sans trop comprendre ce qui se passe, où est leur voix, ont le sentiment que c'est des cassettes qui répètent des lignes toutes faites par des conseillers de com. Puis c'est sûr que le commun des mortels qui regarde ça a l'impression d'assister un peu à un cirque avec les suspects habituels qui viennent sortir de la ligne habituelle. J'aimerais entendre Jonathan maintenant sur cette nouvelle polarité entre les institutionnalistes et les antisystèmes, les chevaliers de la table rase. Oui, mais en fait, je pense que cette contribution-là d'avoir différents axes
politique. On dit souvent, mais l'axe gauche-droite n'existe plus, c'est pas un bon repère. Cet axe continue d'exister, mais on doit le couper avec différents axes. Donc, je suis d'accord avec l'axe souverainiste, fédéraliste, gauche-droite, identitaire. C'était déjà très compliqué, comme dit Jérôme Lucier, et on s'en ajoute un autre. Qui se surajoute, mais ça permet d'amener des nuances, la complexité, puis voir des gens de gauche comme de droite dans des pôles peuvent se rejoindre sur d'autres enjeux. Là, je pense, en fait, peut-être j'aimerais une nuance parce que en mettant des gens d'un côté, en fait, aux deux pôles du spectre, c'est comme si peut-être d'un côté, on pourrait mettre au sein de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, très institutionnaliste, ce qu'il est, je pense. Des gens comme Catherine Dorion de l'autre côté, plus anti-système. Donc, un côté parti du gouvernement, l'autre côté parti de la rue. Mais dans les faits, pour moi, connaître des gens dans Québec solidaire, dont Catherine Dorion notamment, mais on n'est pas amis très proches, mais je la connais, je l'ai fréquenté. Je l'ai pas fréquenté comme ami, on s'est rencontrés, on a pris des bières ensemble déjà. D'autres personnes aussi que je connais dans le parti, dans le spectre. Tout le monde veut faire prendre le pouvoir au sein du gouvernement. La différence, c'est que je pense qu'il y a une gang qui veut davantage jouer les codes pour entrer dans le gouvernement puis faire comme les autres partis politiques, et d'autres qui veulent mobiliser très large dans la population, changer les mentalités, amener plus d'irrévérence, justement ce côté-là punk que Catherine Dorion amène, ou ce côté-là issu des rangs que Émilie voulait amener, avec une approche différente. Et là, en mobilisant la population, en essayant d'inspirer les gens, en sortant de la langue de bois, de la cassette, puis en discutant de notre cœur aussi, ça l'a amené d'autres approches pour changer le système en ayant l'appui du peuple aussi derrière. Donc, cette idée-là, puis si on regarde des gens comme Trump, c'est des gens qui sont anti-système dans leur discours, dans leur rhétorique, mais il faut pouvoir y arriver en place, puis c'est des partis qui forment des gouvernements, puis qui font plein de choses aussi. Donc, mais je pense que l'axe est encore bon. Il y a des gens qui veulent plus faire table rase, qui veulent déjouer les codes du système, du moins dans leur discours, puis il y a des gens qui se moulent davantage au code établi, puis essaient de jouer le jeu sans trop remettre en question les règles de la vie parlementaire et médiatique, en gros. Oui, Jérôme, un commentaire là-dessus. Non, mais j'aime bien ce que Jonathan amène parce que je pense que ça permet aussi de faire une distinction importante pour moi entre le fond et la forme. C'est-à-dire qu'on peut être anti-système dans la forme, mais sur le fond, c'est-à-dire jouer le jeu de l'antisystème pour être élu, si populaire, si ça fonctionne, puis une fois au pouvoir, gouverner de façon à peu près conventionnelle, ou on pourrait imaginer, puis c'est un tout petit peu, je pense, que mon billet essaie de faire, c'est de dire, moi, je suis quelqu'un qui croit qu'on a besoin d'institutions, je pense que la société fonctionne beaucoup mieux avec des institutions légitimes, transparentes, fonctionnelles, mais je pense que tout en jouant le jeu... J'espère que vous êtes au Sénat, Jérôme. Oui, c'est ça, exactement. Y a-tu quoi de plus institutionnel? J'essaie de changer ça aussi. Okay. Non, mais je veux dire, je pense qu'il y a moyen, tout en gardant les institutions puis en jouant le jeu de la démocratie et des élections, d'amener des idées qui ont peut-être comme objectif de rallier des gens qui seraient anti-système. Puis là, j'ai pas toutes les solutions, mais j'ai lancé dans le biais des idées sur la transparence, un peu d'assouplissement des lignes de parti. Moi, j'ai aimé le fait que Catherine Dorion veuille parler de solitude, par exemple, qui n'était pas un domaine... Oui, mais elle n'a rien proposé. Mais je comprends. Elle n'a jamais rien proposé. On peut lui faire ses reproches. Jonathan Durand-Folco, dites-moi, est-ce que Québec solidaire, avec un radical institutionnaliste comme Gabriel Nadeau-Dubois à sa tête, n'aura pas le destin du NPD, c'est-à-dire que souvent peut-être avoir raison, mais pas avoir le pouvoir? En fait, c'est un pari assez risqué. Je pense que dans la situation actuelle, ce que Gabriel Nadeau-Dubois, GND, a fait, c'est dire, au lieu de reculer, de se retrancher, de faire acte d'humilité, on va revoir ce qu'on fait, ce qui aurait été perçu par certaines personnes ou par lui-même comme un acte de faiblesse, entre guillemets, que moi j'aurais vu comme un acte d'introspection pour essayer de rejoindre, c'est plutôt jouer all-in. Donc, j'y vais, je réaffirme, je suis fort, je suis capable d'affronter la tempête, voici qui je suis, c'est à prendre ou à laisser comme tel. Et ça, d'après moi, même si actuellement la plupart des membres du caucus, ils disent qu'ils se sont rangés derrière un vote interne, d'après moi, il va y avoir des fissures qui vont se mettre en place dans les prochaines semaines, prochains mois. Allez-vous être à Jonquière le 25 mai? Moi, je ne serai pas présent. Non. Je sais que les gens vont être présents. Moi aussi, j'ai été historiquement, à l'époque, beaucoup après 2012 jusqu'à 2016, assez impliqué et activement membre. Donc, j'ai été dans les différentes instances sur le comité de coordination nationale. Mais j'ai quitté mes fonctions de politique active dans ce parti en 2016. Ouais.
Et c'était avant l'arrivée de GIND. Donc, j'ai pas vu de l'intérieur qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est transformé. J'ai des gens que je connais à l'interne qui m'ont dit comment ça s'est passé, comment ça allait bien au début, mais comment suite à 2021-2022, les choses ont commencé à se recentraliser davantage. Mais mes craintes, en fait, c'est que cette dualité-là qui coexistait au sein de Québec solidaire. Les gens à l'époque avec Amir, Françoise David, il y avait ce côté-là un peu irrévérencieux, on faisait des coups de gueule, mais en même temps, on était capable de rassembler, parler avec le cœur, avoir un côté radical, mais institutionnel. Cet équilibre-là, je pense malheureusement être brisé à l'heure actuelle. C'est ça, ouais. Puis j'ai peur que des gens, comme des élus ou des membres de longue date, quittent suite à cette radicalisation de la polarité de cet axe-là dans Québec solidaire, ce qui va, d'après moi, affaiblir le parti. Et si on veut intentionnellement normaliser davantage, entre guillemets, la gauche du point de vue parlementaire, puis lui couper cette forme de élan d'irrévérence. D'après moi, si on n'est pas capable de se distinguer suffisamment du Parti québécois ou du Parti libéral ou de la CAQ, c'est un jeu risqué. Peut-être que ça va fonctionner. Moi, selon mes hypothèses, peut-être que ça va avoir l'effet de se tirer dans le pied. Mais seul l'avenir nous le dira si c'est un pari qui ne marche pas. Merci infiniment. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Merci, Jonathan Durand-Folco. Je rappelle que, excusez-moi, je retrouve ma présentation. Vous êtes professeur à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul, auteur des livres À nous la ville chez Éco-Société et Le Capital algorithmique. Et vous avez publié ce long texte sur votre page Facebook. Ça se trouve très facilement. Puis Jérôme Lucier, évidemment, vous avez travaillé pour le cabinet du Parti libéral du Québec. Vous êtes actuellement au Sénat, puis vous avez publié un nouveau fossé politique dans Vaste Programme. Ça, je pense que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. J'insiste, c'est une revue bien intéressante avec de grandes contributions. Alors, à bientôt. Merci, c'était très agréable. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est l'heure de la chronique consti. On accueille Patrick Taillon, qui est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour, Patrick. Bonjour, Antoine. Controverse linguistique dont tu veux nous parler. Nouvelle, un jugement sur, qui touche à la loi 96. Et c'est le juge Denis Galiatssatos qui a rendu son jugement où il s'attaque à la loi 96. Ça, c'est la nouvelle loi 101, la Charte de la langue française. Écoute, Antoine, je ne sais pas si ce jugement-là va être publié, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle du juge Galiatssatos. Oui. C'est un juge qu'on connaît déjà un peu. OK? Il a été avocat en droit criminel pour la Couronne. Puis il a représenté la Couronne, par exemple, dans l'affaire Richard Henry Bain, là, quand il y avait eu le massacre. Celui qui a voulu attenter à la vie de Pauline Marois le 4 septembre 2012. Exactement. Donc lui, il défend, à l'époque, il est avocat, on le connaît pour ça. Puis dans les années qui ont suivi, sous le gouvernement Couillard, il est nommé juge à la Cour du Québec. Et on a entendu à nouveau parler de lui parce que c'est lui qui avait dit que le faire un doigt d'honneur, hein, j'en ferai pas à l'écran, là, mais bref, faire un doigt d'honneur, c'est un God-given right, une espèce de droit naturel. Il avait dit ça en février 2023 et ça avait fait beaucoup jaser autour de sa conception de la liberté d'expression. Et récemment, dans un dossier de droit criminel très lourd, un récidiviste, Franklin Mainville, l'affaire Franklin Mainville, il avait aussi fait une intense crise à l'endroit du gouvernement dans tout ce qui était le dossier Jordan, manque de ressources, ça n'a pas d'allure de relâcher des criminels Jordan, aussi. Donc les délais judiciaires. Exactement. Donc c'est un juge quand même assez coloré, ne serait-ce que pour sa déclaration sur le droit d'honneur. Là, il est saisi d'une affaire qui se passe dans le West Island, donc dans l'ouest de l'île de Montréal, qui se passe en anglais, comme c'est souvent le cas dans cette portion de l'île de Montréal. Homicide involontaire, 18 mai 2021. 2021, hein? Donc, le délai court, là, on est rendu en 2024. C'est peut-être une affaire qui pourrait tomber sous l'arrêt Jordan. Et donc, conduite dangereuse qui conduit à un homicide involontaire, décès d'un cycliste. L'affaire est devant lui.
la personne qui est accusée, une femme, elle utilise un article qui est dans le Code criminel fédéral, puis qui n'est pas remis en question par personne, qui reconnaît le droit d'avoir son procès en anglais ou en français lorsqu'on est accusé ou criminel. Donc ça, c'est un droit reconnu, qui relève de la compétence fédérale, qui n'est pas dans la charte, là, qui est dans une loi ordinaire fédérale, qui est le Code criminel. Parfait. Et le juge Denis Gallia-Tsatos, il respecte ce droit-là, il fait l'audition en anglais, etc. Mais là, il se rend compte, Antoine, qu'à partir du 1er juin, 1er juin, c'est demain, là, hein? On enregistre le 2 mai. Dans un mois, là. Exactement. À partir du 1er juin, la nouvelle version de l'article 10 de la Charte de la langue française va entrer en vigueur. Ça veut dire quoi, ça, Antoine? Ça veut dire que, dorénavant, quand on va avoir un jugement en anglais, dans une audience qui s'est déroulée en anglais, ben, au Québec, on va avoir le droit à une version française du jugement sans délai. Donc, ça n'empêche en rien d'avoir son procès en anglais, mais ça ajoute un petit fardeau à l'État. Ici, l'État, c'est le juge, hein, c'est la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Ben, elle a un petit fardeau supplémentaire pour respecter le devoir d'exemplarité de l'État par rapport à la langue française. Ils ont le petit fardeau supplémentaire de produire simultanément un jugement en français. C'est de plus en plus facile, en plus, Patrick, avec les DeepL et tous les programmes très sophistiqués de traduction. Il faut relire, mais, oui. mais c'est effectivement pratique. Mais là, tu comprends, là, il y a un potentiel arrêt Jordan qui s'en vient dans son dossier. Ouais. Il voit que les délais comptent. Puis là, il se dit, maudite réforme de la langue française, je vais être obligé d'écrire un jugement en anglais, en français et en anglais. Puis là, il dit, ben, j'ai pas vraiment le goût, ça ajoute à ma charge de travail, je vais l'envoyer à traduction. Puis là, la traduction, ben, là, je doute sérieusement qu'ils vont me le produire dans les délais utiles. Ben, voyons donc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Excuse-moi, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais attends, là, ça fait juste commencer, Antoine. OK, oh, pardon. Il faut laisse aller. Garde ta chemise, déchire-la pas trop vite parce que ça fait juste commencer. OK. Il arrive, il s'adresse au parti, il leur écrit, puis là, il initie de sa propre... Tu sais, un juge, c'est supposé être passif, ça tranche les questions de droit qui lui sont soumises. Mais là, non. Là, il prend fait et cause, il y a une idée, il y a un argument, puis là, il écrit au parti pour leur soumettre. Leur soumettre quoi? Que selon lui, il faudrait sérieusement débattre de la constitutionnalité de cette obligation prévue dans la loi, la Charte de la langue française, qui entre en vigueur le 1er juin. Fait qu'il dit, Ça va faire perdre du temps? Oui, effectivement. C'est contradictoire avec son objectif. Tu as bien raison, mais tu as compris qu'il l'aime pas, la Charte de la langue française. OK, et là, il dit, paragraphe 9, je traduis, j'ai écrit au parti pour solliciter leur position concernant la constitutionnalité de la loi. Qu'est-ce que les partis répondent? Dont l'avocat qui représente l'accusé. Il lui dit, je comprends, vous voyez un argument constitutionnel, mais nous, on veut pas aller là. Non. Moi, je représente ma cliente, puis je pense que c'est ni dans son intérêt, puis elle n'en a pas les moyens de faire la guerre à la loi 101. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est une requête sous l'arrêt Jordan pour dire que ça a assez duré, puis on veut rester sur ce plan de match-là. Donc, votre combat contre la loi 101, contre la Charte de la langue française, on veut pas le mener. C'est pas grave. Le juge s'entête, Antoine. Ah! Il dit, c'est pas grave. Ben voyons donc. Alors, quand on conteste la constitutionnalité d'une loi, il y a une exigence procédurale impérative, fondamentale, c'est le débat contradictoire qui exige ça. Il faut aviser l'autre partie. Donc, toute personne qui conteste une loi, sous langue constitutionnelle, doit aviser le procureur général concerné. Mais là, les avocats au litige, ils veulent pas produire l'avis. Ben, il dit, c'est pas grave. Il dit, nous, la Cour, on va le produire. Ben, voyons donc. Alors là, il est plus juste le juge. Comme s'il se constituait en partie. Exactement, il n'est plus juste le juge de l'affaire. Il est engagé dans un combat qui est sa déclaration de guerre contre les lois linguistiques au Québec. Et là, il s'est lancé là-dedans. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec reçoivent l'avis. Et là, ils disent, ben, c'est fou, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, ils font une requête pour contester ce que le juge est en train de faire, puis dire, écoutez, là, votre avis n'est pas valide. Il n'y a personne qui veut de ce débat-là. C'est pas la bonne place pour le mener. Et il y a déjà d'autres contestations. C'est pas une bonne idée. Voyons donc. Hier après-midi, ou en tout cas, hier, je ne sais pas exactement à quelle heure, on a tranché la fameuse requête au palais de justice. Qui l'a tranché, tu penses? Qui? Ben, le juge Denis Gallia. Lui-même? Ben oui! Donc, c'est lui qui a jugé de sa propre affaire, de son propre avis. Attends, là,
c'est pas un principe de la justice naturelle de ne pas être jugé parti? Et il me semble que c'est là un problème par rapport à l'administration de la justice, mais évidemment, on nous dira à juste titre que rien n'empêche d'aller en appel. Alors évidemment, conseil pro bono, Antoine, je pense que le procureur général du Québec devrait aller en appel dans ce dossier-là. Mais tu comprends que ici, on a un juge qui dit « Moi, je vois un problème de conformité à la Constitution. Les partis veulent pas en débattre. Il dit « C'est pas grave, je vais produire l'avis. » On lui dit « T'as pas le droit de faire ça. C'est pas grave, je vais trancher moi-même que j'ai le droit. » Et ça nous donne la décision d'hier. Petit fait amusant. Le procureur général du Canada, donc les avocats de Justin Trudeau, sont intervenus. C'est pas nécessairement le gouvernement Trudeau n'est pas nécessairement le plus amoureux de la Charte de la langue française. Et pourtant, ils ont intervenu pour dire... Il y a une distinction entre le politique et le judiciaire aussi. Là. Oui. Et le gouvernement Trudeau, par l'entremise de son procureur, des avocats du procureur général fédéral, est intervenu pour dire « Québec a raison. Monsieur le juge, vous êtes en train d'aller trop loin. Vous ne devriez pas produire votre propre avis. » Parce que ça, c'est le genre de précédent qu'il peut avoir dans d'autres dossiers. C'est pas une pratique à encourager. C'est ça. Et évidemment, les deux procureurs généraux disent de toute façon, ça prend un débat sérieux, il faut qu'on ait le temps de se défendre, il faut qu'on ait le temps de monter un dossier. Il dit, c'est pas grave, il dit ici, là, il dit, moi, je pense pas que c'est sous l'angle de la Charte canadienne, fait que pas besoin d'article premier puis d'une grosse défense pour démontrer que Québec poursuit un objectif par des moyens raisonnables. Il dit, moi, ce que je vois, c'est un problème de partage des compétences, puis un conflit avec le code criminel, puis on peut régler ça sans preuve, ou en tout cas avec une preuve des représentations très sommaires. Donc, on voit comment il s'avance dans son combat, comment il s'engage. C'est lui qui dicte les arguments, c'est lui qui tranche. C'est vraiment très, très embarrassant. Plusieurs enjeux ici pour le système de justice. D'abord, notre système de justice repose sur un débat contradictoire avec un juge neutre, indépendant, passif. Mais là, c'est pas ça qu'on a, là. On n'a pas les deux points de vue. Il y a un point de vue qui n'a pas le temps de se préparer. Puis même l'autre partie, l'avocat dit, moi, je veux pas plaider cet argument-là. Il y a un problème sur le plan du contradictoire qui mine un peu l'image d'indépendance, d'impartialité, de retenue qui est nécessaire à l'exercice de la charge de juge. Il y a un problème, c'est technique de justiciabilité. Une question constitutionnelle, c'est pas banal. Il faut que ça se pose dans des bonnes conditions qui sont propices à une intervention, une analyse juridique. Et en plus, on parle d'une loi qui, en ce moment, n'est même pas encore en vigueur. Donc, le propre de notre système, c'est les juges peuvent la constitutionnalité. Les juges doivent contrôler des lois qui sont en vigueur. Elle n'est pas en vigueur avant le 1er juin, mais lui, il veut déjà l'invalider avant qu'elle soit entrée en vigueur. Effectivement, on doit normalement présumer que les lois sont valides, puis on doit attendre qu'elles produisent des effets, puis là, on peut apprécier. Ça va peut-être conduire à une plainte à la magistrature, au Conseil de la magistrature? J'ai eu une petite pensée pour le défunt Frédéric Bastien. Je me suis dit, il me semble que si Frédéric Bastien était encore en vie, la plainte au Conseil de la magistrature serait déjà partie. Il y a le groupe de droit collectif du Québec, là, autour d'Étienne Alexis Boucher et Daniel Turp qui pourrait agir. Mais chose certaine, Antoine, ça rappelle l'affaire du Val-Esler. Oui. La juge de la Cour d'appel, dans le dossier de la loi 21, elle avait fait la même chose. Mais peut-être avec un peu moins d'agressivité ici. Lors d'une conférence préparatoire, elle avait dit, moi, j'ai un argument auquel personne n'a pensé, un argument anti-loi 21. Elle l'avait partagé aux partis, les invités à amender leur procédure. Ah oui, je me souviens. J'avais entendu les enregistrements. Les partis avaient embarqué dans le jeu. Alors que là, dans le cas du dossier qui nous concerne, les partis disent, c'est beau votre argument, mais on veut pas aller là, nous. Même l'accusé dit, moi, je veux pas aller là. Et on se rappelle tout ce qu'il y avait eu ensuite, la juge en chef qui participe à une conférence de l'association Lord Reading qui maintenant conteste la loi 21, prononcée par le doyen de McGill qui présentait un argumentaire anti-loi 21 avant elle-même d'être conférencière devant la même association quelques mois plus tard, une conférence qu'elle a dû annuler. Tout ça dans un contexte où finalement la plainte contre Madame Duval-Esler au Conseil de la magistrature, on n'aura jamais su quel sort elle aurait pu avoir. Elle a pris sa retraite avant. Puisqu'elle a pris sa retraite et avec une certaine lâcheté, le Conseil de la magistrature a dit, maintenant la question est théorique puisque la juge n'est plus juge.
On n'a plus besoin de se pencher là-dessus. Oui, mais chose certaine, quand on dit là, le pouvoir judiciaire doit agir avec une certaine retenue, qu'il respecte les lois élues votées par les élus, mais là ici on a un cas d'activisme flagrant là, qui vraiment mine la confiance, l'image de la magistrature. Parce qu'on voit un juge qui part en guerre de sa propre initiative avec une opinion déjà bien affichée. Je comprends qu'il n'a pas tranché hier, là, mais il laisse tellement, son jupon dépense tellement sur le sort qu'il voudrait réserver à son propre argument que franchement, ça déconsidère l'administration de la justice et c'est très malheureux, surtout dans un dossier ultra politique et sensible comme la loi 96, où en plus, je te rappelle, il ne s'agit pas d'enlever un droit aux accusés d'avoir leur procès en anglais. Il s'agit simplement d'imposer un effort supplémentaire à la magistrature pour respecter le reste du Québec, dont la langue officielle et commune est le français. Et tu vois comment cet esprit dans une partie de la magistrature de dire, nous, vos lois, on y échappe. Quand tu ne fais pas notre affaire, on s'en débarrasse, on s'affranchit de ces contraintes. On est prêt à piétiner des règles fondamentales comme ne pas être juge et partie quand on est juge. Exactement. Tout est permis. Et là, ici, c'est très, très, très malheureux. C'est très inquiétant. Merci beaucoup pour cette chronique constitutionnelle particulière avec de la nouvelle, parce que c'est pas sorti, cette affaire-là. C'est une exclusivité là-haut sur la colline. Le restera-t-elle d'ici la diffusion de la chronique? On verra. Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement, évidemment, professeur de droit à l'Université Laval. Merci, Antoine. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a 2 vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. C'est le moment d'aller rejoindre nos vadrouilleurs, ces reporters du bureau parlementaire, Nicolas Lachance et Patrick Belrose, et leur chef, Rémi Nadeau, est là. Bonjour à vous 3. Bonjour. On commence par parler de l'Agence des transports parce que c'est une primeur d'une certaine façon du bureau. Rémi, est-ce qu'il y a une autre Top Gun à venir là? Parce qu'on va créer une autre agence pour sortir les transports collectifs du ministère des Transports. En tout cas, Geneviève Guilbeault veut créer une équipe de spécialistes, une équipe avec des cerveaux qui ont de l'expérience de projets de transport collectif qui ont fonctionné ailleurs. C'est une équipe, on pourrait dire restreinte, là, c'est 30 à 50 personnes. Ben oui, c'est une micro-agence. C'est quoi cette affaire-là? Oui, exactement. Parce qu'il y a 15 000 personnes, je suis allé voir, il y a 15 000 employés au ministère des Transports du Québec. Je croyais que c'était 8 000 au MTQ, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est 30 à 50 personnes, c'est une petite équipe. Mais on nous dit qu'il pourrait y avoir des salaires compétitifs pour aller chercher des gens, faire en sorte d'attirer de la main-d'œuvre spécialisée. Écoute, c'est à voir. Est-ce que ce sera un Top Gun? Il y aura forcément un PDG qui va être nommé dès que le projet de loi sera adopté. Donc, le projet de loi de Geneviève Guilbeault, on comprend qu'il sera déposé la semaine prochaine. Et est-ce qu'il sera adopté avant la fin de la session? Non, je pense que c'est impossible. Mais à l'automne, et après ça, une fois que le projet de loi est adopté, un PDG qui est nommé, un PDG qui doit créer son équipe. Geneviève Guilbeault nous dit qu'en 2025, son agence va être fonctionnelle. C'est un peu serré, mais on sent que, et pour elle et pour la CAQ de façon générale, ils ont absolument besoin de montrer qu'ils peuvent commencer à livrer quelque chose. Geneviève Guilbeault. Oui, mais c'est paradoxal. En travaillant une structure, tu perds du temps. Puis pendant ce temps-là, les projets de transport collectif ne se construisent pas. Là, et c'est. En tout cas, je trouve ça étrange. Je te comprends. En même temps, c'est sûr que si on est convaincu, et ça a été évalué dans le passé, notamment par Sylvain Gaudreault, qui l'a dit dans un entretien au Devoir, alors qu'il était ministre des Transports, lui aussi avait songé à ça pour accroître l'efficacité, pour pouvoir fonctionner, aller plus vite, que ça coûte moins cher les projets. Lui, c'était surtout pour dépolitiser, puis c'était aussi les routes, là. C'était pour prendre des décisions plus rationnelles et non uniquement politiques basées sur des promesses électorales. Et là, dans ce cas-ci, vraiment, ce qu'on nous dit, c'est que l'agence va recevoir des mandats du gouvernement, parce que tu sais aussi, ça soulève la question qui va décider, c'est qui est le dernier mot. Mais c'est sûr que forcément, ultimement, c'est le gouvernement qui va déterminer des mandats. Donc, ça va être comme un peu un carré de sable dans lequel l'agence va devoir
manœuvrer pour livrer un projet. Et tu l'as dit, il y a plein de projets importants en suspens, là, que ce soit le REM de l'Est, que ce soit à Québec, par exemple, le tramway, le troisième lien. Et là, la question aussi, c'est est-ce que dans le code, si la Caisse de dépôt, par exemple, propose CDPQ Infra un volet routier là, de troisième lien entre Québec et Lévis, est-ce que ça peut être l'agence qui le gère? Ça se peut, parce que Mme Guilbeault nous dit que c'est essentiellement le transport collectif, mais elle parle aussi de projets complexes qui pourraient rentrer là-dedans. Alors, c'est pas exclu, mais en même temps, elle nous dit que ça se peut aussi que la Caisse de dépôt elle-même, quand elle va faire ses recommandations en juin sur Québec-Lévis, ça se peut qu'elle dise voici ce qu'on recommande et on le gérerait nous-mêmes. C'est pas impossible. Je vais entendre Nicolas et Patrick là, qui ont déjà écrit là-dessus. Nicolas? De mon côté, ça me fait penser un peu à un bureau de projet comme le transport, comme le tramway de Québec. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on veut créer. Donc, une expertise précise. Puis, on enlèverait la couche par-dessus du bureau de Québec là, qui avait pas les coups des franges. Donc, c'est comme si on allait... Et j'ai l'impression qu'on va retrouver ces employés-là dans l'agence. Puis il y a des rumeurs déjà qui courent là-dessus. On a vu la CDPQ aller recruter à l'intérieur du bureau de projet de Québec pour faire le mandat actuel. Donc, l'expertise semble déjà exister à un certain endroit, puis on a l'impression que le gouvernement du Québec veut l'amener vers elle. Ça déplut à la Ville de Québec, mais est-ce qu'au final, ça pourra être une réussite et garder cette expertise-là d'un premier méga-projet pour après ça en construire ailleurs au Québec? C'est l'impression que ça me donne, parce que pour que ça soit aussi petit, il faut déjà qu'il y ait une expertise qui existe, et c'est le seul endroit au Québec où il y en a une qui existe. Il n'y a pas eu vraiment de bureau de projet du troisième lien, mais le bureau de projet du tramway de Québec, il existait et il a avancé plusieurs choses, plusieurs dossiers. Donc, est-ce que c'est ça qu'on s'en va faire? Patrick, là-dessus? Aussi petit, moi, ça me dit qu'on va beaucoup se baser ou se fier au privé pour réaliser les projets, mais bon, ça, je spécule, là, on avance un petit peu. Par contre, moi, ce qui m'étonne dans la formule, tu sais, je couvre beaucoup la santé, Christian Dubé, lui, a choisi de donner toutes les opérations du réseau de la santé à l'agence qui vient de créer, Santé Québec, puis le ministère garde les orientations. Là, ce que Mme Guilbeault propose, d'après ce que je comprends, c'est un peu de dédoubler, de dire l'agence va gérer les projets de transport collectif, le ministère va gérer les routes. En même temps, il faut se parler pour que tout ça s'harmonise ensemble, évidemment. Et puis forcément, si tu crées une structure, t'en crées une autre, ben, il y a des doublons là-dedans, au niveau administratif ou peu importe. Je trouve que dans ma tête pour l'instant, c'est pas encore clair comment il y a un gain d'efficacité en créant l'agence si on garde quand même le ministère à côté en parallèle. Le seul argument qui me semble concluant, c'est ce que Rémi disait, c'est-à-dire attirer des talents, avoir être plus attrayant. Excuse-moi, Nicolas, je t'ai coupé. Non, mais je voulais seulement dire, est-ce qu'on va du même coup retirer la gestion du transport collectif aux municipalités? Comment ça va fonctionner? Parce que si on crée un bureau qui va créer... Le transport collectif, c'était pas elle, ça. Souviens-toi. Non, mais c'est ça. Non, c'est ça, exactement. Ça va devenir particulier entre les municipalités et c'est l'agence qui décide de tout, finalement. Pour conclure ce sujet-là, Rémi, là-dessus? Sur le fait que... non, effectivement, je dis, l'idée n'est pas que l'agence, par la suite, gère même là, au quotidien le transport en commun. C'est vraiment pour livrer concrètement, là, en fait, des nouveaux projets, mais pas pour les gérer par la suite. Okay. Par contre, il y a une citation dans l'entrevue que nous a accordée Geneviève Guilbeault, qui sera publiée samedi matin, qui m'a fait un peu sursauter parce que justement, elle a créé comme une commotion en disant le transport collectif, c'est pas une mission de l'État la semaine dernière. Et là, elle dit que ça va permettre de faire en sorte de prendre en main le destin du transport collectif au Québec. Fait que c'est une façon un petit peu de il paraît que le mot mobilité durable a comme été exclu de l'appellation de l'agence. L'agence va s'appeler Mobilité Infra Québec. Et non durable. Il n'y a pas le mot durable, non. On note. Patrick Belrose, expert en Top Gun, tu as suivi l'arrivée de Mme Biron. Ça s'est terminé difficilement là, par des manifs incroyables contre elle déjà, contre... d'une agence à l'autre, Antoine. Oui, c'est ça. C'est un gouvernement qui aime les agences. C'est le festival des agences, oui, Patrick. Et des tableaux de Québec au premier mandat, maintenant...
une agence en transport, une agence en santé. Oui, c'est, bon, terminé difficilement, c'est un petit peu dans, disons, la dynamique habituelle. Les syndicats de la CSN sont sortis pour manifester la première sortie de M. Dubé et Mme Biron, Geneviève Biron, qui est la nouvelle patronne de Santé Québec. Mais de façon plus large, je te dirais que Mme Biron n'a pas convaincu personne cette semaine. Il n'y a pas eu d'effet wow, je vais te dire comme ça. Donc, personne ne doute de ses qualités. Je veux dire, elle a un CV qui est vraiment très intéressant. Trentaine d'années dans le domaine, surtout au groupe Biron, donc la compagnie qui appartient à sa famille. Elle a un très beau CV. C'est très possible qu'elle réussisse, surtout qu'on l'a aussi encadré ou en fait est accompagnée, si on veut, de Frédéric Abergel, l'ex-patron du CHUM. Donc, c'est un tandem privé-public qui va justement l'aider à bien comprendre le système de santé. Mais à la première conférence de presse qu'elle a donnée lundi, Mme Biron était quand même assez nerveuse. Elle a donné des réponses assez évasives, assez générales. Puis M. Dubé est pas venu. M. Dubé, c'est quand même un bon communicateur. Il est pas venu à sa rescousse pour nous faire comprendre à tous, tu sais, wow, voici ce que j'ai vu en elle, qui fait que c'est la personne qui va lancer Santé Québec puis mettre ça sur la bonne voie. Pour comparer, je te dirais, pense à Michael Sabia. Oui. Quand il est arrivé chez Hydro-Québec. C'est sûr que Michael Sabia a un parcours qui est encore plus impressionnant, mais on n'a pas eu à nous expliquer très longtemps pourquoi Michael Sabia et dans quelle direction on allait aller avec lui. C'était évident, ça s'imposait. Donc, comme Mme Biron, pour l'instant, on ne sait pas trop exactement quelqu'un du privé, qu'est-ce que ça va ajouter, qu'est-ce que ça va apporter de plus. Et puis, je te dirais peut-être à sa défense, je te dirais, il y a des gens qui se vendent moins et qui livrent beaucoup. Oui. Peut-être que c'est son cas. Peut-être qu'elle fait pas de grandes promesses, mais que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que son mandat est quand même court, hein, c'est un mandat de 3 ans seulement. Cool. Ouais. Peut-être qu'on s'apercevra que c'était la bonne personne. On verra. Par contre, il y a un éléphant dans la pièce dont on a pu discuter quand même, je trouve, cette semaine. C'est les possibles conflits d'intérêts de Mme Biron. On le sait, sa famille détient le groupe Biron. Elle-même a dirigé le groupe Biron il y a pas si longtemps. Mais aussi, elle a une compagnie, une société capital de risque. Donc, elle investit dans des entreprises en démarrage qui sont dans le domaine de la santé, aussi en intelligence artificielle, dans le développement durable et compagnie. Tout ce qu'on nous a dit pour l'instant, c'est qu'elle va se retirer des décisions sur ses investissements dans le domaine de la santé. J'en suis pas revenu, moi, de ça. Tu présentes une personne, la première chose qu'elle dit, oui, je vais avoir une muraille de Chine là, avec tous les conflits d'intérêts possibles. Mais ça part difficilement. Mais dans cette déclaration-là, quand on dit elle va se retirer des décisions qui concernent la santé dans ses investissements, ça veut dire qu'elle va continuer quand même à gérer Propulia Capital, la société de capital de risque, tout en étant la patronne de 300 000 personnes à Santé Québec. Elle va continuer, ah oui? Écoutez, on a demandé des clarifications. Ça fait plus de 24 heures, 48 heures maintenant. Toujours pas eu de réponse. Mais ce que je comprends de la phrase, de la façon que c'est présenté, c'est ce que j'en comprends. Donc, déjà, de ça, de un. Et de deux, quand on parle d'une muraille de Chine, parce que c'est la grande réponse du gouvernement pour dire, écoutez, il y aura une muraille de Chine entre elle et son conjoint qui est avocat, qui représente le milieu de la santé, la compagnie Biron et ses investissements. Mais la muraille de Chine, ça va dans les deux sens. Donc, oui, elle n'est pas censée pouvoir discuter de ces choses-là avec sa famille ou son conjoint, mais la muraille de Chine, puis c'est dans un guide du conseil exécutif, on définit à quoi ça sert une muraille de Chine, c'est aussi pour empêcher le gestionnaire d'avoir accès à des informations qui pourraient l'avantager. On a demandé des précisions, et pour l'instant, le cabinet n'avait aucune idée à savoir qu'est-ce qu'elle avait mis en place plus précisément pour éviter d'avantager Mme Biron. On attend toujours des réponses des emplois supérieurs pour savoir exactement qu'est-ce qui va être mis en place. Faudrait qu'on trouve une autre métaphore aussi. Le muraille de Chine, c'est un peu ancien. Puis Chine, aujourd'hui, ça veut dire ingérence. Fait que il me semble que c'est délicat. Faudrait qu'on trouve une autre métaphore. Nicolas, sur la Top Gun. Oui, Nicolas, puis après ça, Rémi, oui. Je trouve qu'on l'a donné facile aux oppositions cette semaine avec la Top Gun parce qu'on avait tellement mis des attentes élevées que ça a comme un peu fait poète. C'est sûr, comme Patrick disait, il n'y a pas eu d'effet wow, mais on n'avait pas l'air préparé. Pour un gouvernement de communication qui sont habituellement très forts pour lors de
de ce genre d'événement. Ça a fait pouet-pouet. Christian Dubé était là, mais n'a pas été capable de nous vendre ce qu'il nous avait vendu au préalable. J'ai l'impression que ces 2 bouteilles de sirop d'érable avaient l'air plus excitantes que ce qui nous a été présenté quelques heures après son tweet où il nous montrait qu'il y avait une nouvelle cuvée de Top Gun qui s'en venait au Québec. Donc, et tout de suite après la présentation, c'est comme s'il avait déjà commencé un peu à se détacher de ce qui allait se passer dans le réseau de la santé en disant ça va être l'agence, Oui. il faut demander maintenant à l'agence. Donc, Le dossier d'Alain Laforêt, le Optilab, là. Oui. Mme Biron va répondre. Donc, quand je dis qu'ils l'ont donné facile aux oppositions cette semaine, c'est que déjà les critiques pour dire qu'ils se déresponsabilisent sont là, sont présentes. Donc, ça pourrait faire mal à court et moyen terme, là, ça. Rémi là-dessus. M. Dubé. Ben, écoute, moi, ce que je veux, c'est que Mme Biron livre la marchandise. Alors, je veux surtout ça d'abord et avant tout que ce soit, par exemple, une as de la communication. Mais ceci étant, Patrick l'a bien résumé. Moi, pour M. Dubé, c'est sa réforme, c'est super important. Et elle est un élément important de la réforme qu'elle doit livrer avec l'agence. Donc, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas été capables d'être plus convaincants, d'être plus rassurants. Je n'ai pas trouvé qu'elle avait exprimé avec beaucoup de force ce que doit faire l'agence, tu sais, et de quelle façon elle s'imbrique là, dans la volonté de M. Dubé de rendre le tout plus efficace. Tu sais, on ne l'a pas senti du tout. Puis M. Dubé avait l'air comme pas confortable. Tu sais, on le connaît assez pour voir que dans son langage corporel... Oui, c'est vrai. Je trouvais c'était un peu étrange. Bon, il y a quelque chose qui clochait, oui. Alors, on peut dire à tout le moins là, que ce sont des premiers pas timides. Il faut qu'on parle de Québec solidaire. J'ai une question un peu spécieuse, Nicolas. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois veut transformer Québec solidaire en agence pour prendre le pouvoir? Parce qu'on a tellement parlé d'agence. Il a tellement été magistral mercredi. Bref, on se souvient même plus qu'Émilise Lessard-Terrien a quitté le navire. C'est incroyable. On a l'impression que tout était prémédité même. Ça m'a fait penser toute la semaine à House of Cards là, dans la saison 2 lorsque le personnage principal pousse la journaliste en dessous du métro et que soudainement tout commence à bien aller pour lui. C'est un peu ça qui s'est passé. Il aime beaucoup le hockey, Gabriel Nadeau-Dubois. J'ai l'impression que il était pris dans son territoire. Il y avait beaucoup d'échecs avant. Son équipe était en mauvaise posture. Puis il a récupéré la rondelle. Il a déjoué tous ses adversaires de sa propre équipe. Il est allé marquer un but incroyable. Moi, écoutez, 24 heures de réflexion en pause après la démission d'Émilise a fait qu'il est sorti avec une stratégie qui nous a fait complètement oublier la crise actuelle. Est-ce que c'est pas extrêmement cynique, cette passe de judo, Patrick Belrose? Ben, exactement. Moi, j'appelle ça faire du judo. Tu prends le poids d'adversaire pour réussir à le battre lui-même. Cynique, je crois pas que c'est un fin politicien. La proposition, selon ses propos, avait déjà été envoyée aux membres de Québec solidaire dans les jours précédents. Donc, il n'a pas inventé ça pour réussir à sortir du coin. Mais il s'est dit, bon, ben, je suis prêt avec ça. Qu'est-ce que je fais? Ben, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, écoute, il a réussi à changer la conversation nationale. Tout le monde l'attendait pour lui dire, hey, ton leadership, là, es-tu vraiment sain? Es-tu vraiment adéquat? Parce que les Lessard-Terrien a envoyé des pointes en disant, écoutez, j'ai été grondé, j'ai été invalidé dans mes besoins, on m'a pas laissé de place, une clique autour de lui. Et lui, il a pris tout ça et whoop, il a réussi à renverser la conversation. Et maintenant, on parle de quoi? On parle de, je vais dire, refonder Québec solidaire pratiquement. Écoute, c'est un programme qui a pris 10 ans à écrire, hein. C'est la base. Je me souviens, chaque conseil national de Québec solidaire, on en découvrait des bouts. 10 ans, et là, il dit, on va réécrire ça. Tous les gens qui sont à l'extérieur de Québec solidaire, j'ai l'impression, se disent, c'est quand même le gros bon sens, si tu veux prendre le pouvoir, ça prend un parti qui est plus pragmatique, plus agile. Mais moi, j'ai suivi ça là, depuis 2006. Ça fait depuis 2006 qu'ils disent qu'ils veulent prendre le pouvoir. Je me souviens, Françoise David nous avait dit ça lors de la fondation. Rémi, peut-être là-dessus? Oui, bien c'est ça. Moi aussi, je trouve ça quand même un peu ridicule. Mais mes collègues ont raison de dire qu'il a été habile en faisant une passe de judo. Ceci étant, je veux dire, moi, c'est pas vrai que j'oublie qu'il y a vraiment un échec très lourd pour lui. Il n'a pas été capable de faire en sorte que la co-porte-parole féminine trouve sa place à ses côtés et qu'on lui donne des outils pour faire sa job. Et la porte-parole féminine, ben, elle a été quand même élue par des militants qui croyaient en elle, en ses idées, en ce qu'elle représente.
Elle amenait donc toute la touche des régions, la compréhension de la réalité des régions, puis pas juste l'Abitibi-Témiscamingue, parce que Émilie, c'était vraiment comme ancrée sur le terrain, puis Aura des Pâquerettes, tout ça. Donc, alors, moi, je trouve que ça enlève une dimension à QS et que c'est un coup dur, malgré tout. Et GND, n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de pression sur ses épaules. Le prochain Conseil national, ça va être un test. Moi, je pense aussi que je veux bien, là, je me demande juste comme s'il n'est pas trop tard aussi pour Québec solidaire pour faire l'espèce de virage pragmatique. Là, premièrement, on s'entend que ça ne va pas passer pour tous les militants, mais deuxièmement, le PQ, là, si QS avait fait un virage pragmatique alors que le PQ était presque voué à la disparition, là, je veux bien, parce que tu occupes l'espace. Mais là, le PQ a remonté complètement et tu vas faire quoi? Tu vas être capable de battre le PQ sur ce terrain-là? Malheureusement, il faut que je donne la parole à Rémi. Il reste à peu près 30 secondes pour les pouces en bas et les pouces en haut de la semaine que tu nous écris dans le journal, dans ta chronique. Oui, encore une fois, pas beaucoup de pouces en haut. Rapidement, encore du négativisme, Rémi. Bon, écoute, dans le cas de Christian Dubé, on vient de le voir, là, c'est comme bravo là, pour avoir réussi à trouver la Top Gun, l'équipe. Par contre, c'est timide, donc c'est un peu comme mitigé. Même chose pour Jean-François Roberge. La semaine passée, on n'en a pas parlé, mais il a déposé un plan sur la langue décevant parce qu'il n'y avait rien de vraiment nouveau, des intentions à préciser plus tard. Beaucoup d'argent, quand même. Oui, mais j'ai trouvé ça comme un peu décevant. Mais par contre, j'ai adoré sa défense de la loi sur la laïcité devant la FAE qui l'attaque et qui veut se rendre jusqu'à Est-ce qu'il y a les deux? Oui, exactement. Alors, ça le rattrape pour M. Roberge. Dans le cas de GND, pour moi, c'est quand même une mauvaise semaine. Il a été habile, sauf que quand même, c'est un dur coup, comme on vient de le voir. Je parlerai rapidement aussi de Suzanne Roy, la ministre qui est ministre de la Famille, mais qui est responsable du comité sur l'identité de genre. Et elle est allée dire que ce n'était pas dans leur mandat de se prononcer sur l'interdiction des toilettes mixtes, là, ce qu'a annoncé Bernard Drinville. Mais finalement, là, on se disait, mais OK, mais ils font quoi d'abord s'ils ne se prononcent pas sur ce élément-là? Mais je vous arrête, monsieur le chef. Rétro-pédaler. Merci beaucoup, Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire, et ses ouailles, Patrick Belrose et Nicolas Lachance, des as reporters du bureau aussi. Salut, à la semaine prochaine. Bye. Merci à toi. Au revoir. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.